je m'appelle Laurence Ségrin, Magali Ladouceur. Nous travaillons toutes les deux à l'hôpital Pompidou et Magali travaille la moitié de son temps à Necker avec donc une expertise dans la transition et l'éducation thérapeutique des patients qui ont une cardiopathie congénitale. Pour avancer rapidement et pour vous situer le problème, les grosses études de cohorte, les grosses études de cohorte, en particulier du Canada, ont montré que maintenant la population adulte était aussi importante que la population avec des enfants qui avaient des cardiopathies congénitales, surtout en ce qui concerne les cardiopathies complexes. Et vous savez que souvent on me dit il y a tellement de cardiopathies congénitales que finalement ce n'est pas une maladie rare. Ce qui est une maladie rare, ce sont les cardiopathies congénitales complexes. Et alors qu'on pense que les cardiopathies congénitales complexes vont être guéries, en fait c'est tout le contraire. La chirurgie progressant, le cathétérisme interventionnel progressant, les patients deviennent de plus en plus nombreux avec des cardiopathies complexes et c'est ces patients qui vont nous poser des problèmes. Et c'est pourtant ces patients qu'on aura à suivre. Et donc vous voyez que la prévalence d'adultes est maintenant de l'ordre de 6 pour 1000 et que cette population ne cesse de croître. Donc depuis les années 80 ou 75 dans le monde, on s'est aperçu que cette population allait grandir car la chirurgie cardiaque date des années 50. En gros. Avant les années 50, il n'y avait pas de chirurgie à cœur ouvert. Après les années 50, on a fait une chirurgie de plus en plus complexe et qui a donné lieu, qui a permis à des adultes de survivre et qui donc a donné lieu à une population d'adultes. Alors en Angleterre, là où j'ai été formée, chez Jane Somerville, dans les années 80, on a commencé à créer un service d'adultes. Et puis moi, un peu plus tard, j'ai été à Londres pour essayer de développer une unité, initialement à Necker, puis ensuite, depuis 2005, à l'HEGP. Et pourquoi? Parce qu'on sait que ces cardiopathies complexes, si on ne s'en occupe pas à l'âge adulte, il va y avoir une surmortalité. Et c'est aussi les équipes canadiennes qui ont montré sur ces courbes de survie le fait, par des calculs complexes, de montrer que si quelqu'un n'était pas suivi en centre expert, eh bien, il y avait un surrisque. Alors on a essayé depuis 10 ans à la HEGP de faire entre guillemets un centre, on peut l'appeler comme on veut, une unité, enfin des choses spécialisées qui s'intègrent dans un service de cardiologie, mais qui fait appel à beaucoup de gens. Et sur, bien que mes dessins soient un peu moches, sur la droite, j'ai essayé de vous mettre ce qui était de l'ordre de la prise en charge stricte de la cardiologie, c'est-à-dire les rythmologues, l'imagerie, les réanimateurs, les chirurgiens, les médecins transplanteurs et malheureusement les infectiologues parce que nous avons beaucoup d'endocardites, mais aussi des choses très importantes, et tout à l'heure, Khadija Laforêt vous parlait de ça, des choses qui nous ont appris dans la vie de tous les jours, comment prendre en charge ces patients, quel est le profil, quelles sont les stratégies pour, par exemple, éviter le refus de soins, qui est un vrai problème, la non-compliance au traitement médical, et l'analyse et le retour, enfin, ce qui nécessite beaucoup de parlotte, j'allais dire, entre nous, pour échanger et savoir sur quoi on va négocier, comment on va avancer, comment on va présenter les choses, comment on va annoncer les choses, ce qui est la pratique de Khadija aussi dans l'annonce de certains diagnostics. Et puis, bien entendu, des équipes qui ne sont pas forcément à Necker, mais par exemple l'équipe de Sainte-Anne qui fait de la neurologie, les obstétriciens de la Pitié-Salpêtrière, puisqu'il n'y a pas de maternité à l'hôpital Pompidou, les hématologues et les pneumologues. J'en oublie forcément, mais depuis 10 ans, nous avons réussi à avoir une sorte de réseau intérieur à l'hôpital qui fait qu'on a des correspondants qui spécifiquement voient nos patients qui leur paraissent si étranges au début et auxquels ils s'habituent. C'est la même chose pour les personnels soignants qui étaient accoutumés, les infirmières, les psychologues, les assistantes sociales, qui ont été accoutumés à prendre en charge ces patients et qui ont appris, et nous avons aussi beaucoup appris. Alors, à l'intérieur de tout ça, nous avions eu récemment un soutien institutionnel de la part de Madame Guéry qui nous a aidé à décliner ce qu'on appelle un parcours de soins. Le parcours de soins, c'est compliqué. Ça permet de dire comment un patient va d'un point à un autre, qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur de l'hôpital, qu'est-ce qu'il va faire quand il sort. Et à l'intérieur de ce parcours patient a été réalisé un audit de dossier sur une petite durée, c'est-à-dire de l'ordre de 2 à 3 mois. Et un certain nombre de dossiers ont été audités à la fois en consultation et en hospitalisation. C'est une petite proportion des patients que nous voyons, puisque nous voyons à peu près 1500 patients en consultation par an et que 500 patients sont hospitalisés par an. L'objectif était de connaître un peu plus notre population. Et si on s'intéresse à cet audit, eh bien vous voyez que notre population et la moyenne d'âge est de l'âge de 35 ans. C'est à peu près ce qu'on trouve dans la population internationale qui concerne les cardiopathies congénitales de l'adulte. Ça veut dire que
soit il n'y a pas eu de transition et que les malades nous sont arrivés après un parcours un peu houleux, comme vous l'a montré Madame Lemoine, soit ils ont été dans un parcours de transition, parfois parce que moi je suis plus et qu'il y a un certain nombre de malades qui m'ont suivi de Necker à l'HEGP. Et donc ces patients, pour 16% d'entre eux, il s'agit seulement d'une prise en charge à l'HEGP, et dans ces 16%, on a quand même des patients qui reviennent de la ville, mais seulement 4% qui viennent de Necker, et Magali vous en reparlera. Et donc la qualité de ce suivi, on n'est pas trop mécontent pour ces patients qui sont des adultes, mais ça ne donne pas d'informations sur les patients qui ont fait ou qui n'ont pas fait leur transfert, puisque 73% des patients ont vu d'un cardiologue dans les 12 mois, c'est-à-dire que sur les malades qu'on a pu voir, on n'est pas mécontent de leur suivi, et que leur suivi est en adéquation avec le type de cardiopathie. Pour autant, quand on a fait cette même expertise en regardant d'une façon plus spécifique les patients qui étaient venus pour la première fois à l'hôpital Pompidou, c'est-à-dire la première visite, eh bien on s'est aperçu qu'il y avait quand même un certain nombre de cardiopathies très complexes, mais que leur suivi était inadapté, et que par exemple, il y avait la moitié des patients qu'on considérait comme ayant un suivi inadapté. Et que donc finalement, même si on sait, si on a les moyens de prendre en charge, si on donne tous ces moyens, eh bien, il y a encore un trou, un gap, comme on en a déjà parlé, sur cette prise en charge. Merci Laurence. Donc, comme on a l'impression qu'on ne fait pas une transition, en tout cas, il ne me semble pas dans les heures, enfin, dans les âges qu'il faut, on s'est beaucoup posé la question sur le taux de transfert. Et on n'a pas encore vraiment répondu à ça, et c'est un sujet très débattu dans notre communauté. Si bien que nos patients sont encore en transition, ou perdus en transition. Et ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous, c'est notamment le Canada et surtout la Belgique, où ils ont fait beaucoup d'enquêtes auprès de leurs patients, et on sait que l'une des choses qui peut entraîner une perte de suivi, enfin une perte du vue, c'est ce que vous avez bien expliqué Madame Lemoine, c'est l'absence de communication avec une adresse, un docteur, un lieu, pour continuer la même prise en charge que celle qui a été faite chez les enfants, avec les mêmes compétences. Et donc c'est des choses qu'ils avaient discutées bien sûr avec les parents, parce que c'est eux qui vont quand même donner les consignes à l'enfant, même si c'est un enfant jeune adulte à un moment. Et quand même aussi à l'adolescent, il y a un moment, il faut commencer à le faire rentrer dans sa prise en charge et le responsabiliser pour qu'il soit acteur de son suivi, parce que ça va être sa santé d'adulte. Donc, on a mis en place des actions, mais bon, j'ai pas le mérite de les avoir inventées. C'est des actions qui sont issues des recommandations internationales et notamment européennes. On sait pour bien suivre ces adultes qu'il faut avoir une adresse, c'est ce que je vais expliquer, et suivre des recommandations avec des centres qui sont labellisés. On ne peut pas s'improviser centre expert dans les malformations cardiaques congénitales. Il y a tout un cahier des charges avec une organisation de transfert de la pédiatrie à l'adulte, de formation des médecins qui vont suivre. Les enfants, c'est facile, ils sont tous très formés en cardiologie congénitale, mais il faut avoir des adultes qui ont les mêmes compétences pour avoir la même qualité de suivi, c'est essentiel. Sur les techniques interventionnelles, c'est un savoir-faire, et tout ce qui est extracardiaque, et je pense que j'oublie quelque chose, c'est une vraie réclamation des patients, et c'est en écoutant Madame Lemoine que je vais relever ça, c'est une prise en charge psychologique qui est malheureusement insuffisante. C'est pas une mauvaise volonté des personnes qui font cette prise en charge, mais c'est seulement qu'il manque de personnes pour avoir une prise en charge plus importante auprès du nombre de patients qu'on a. La deuxième action, c'est qu'on a eu la chance d'avoir des recommandations sur la bonne pratique de la transition des cardiopathies congénitales, des adolescents qui ont une cardiopathie congénitale. Donc c'est très long, et ça aborde tous les thèmes qui doivent être abordés auprès des adolescents, en passant de la psychologie, de l'activité physique, de l'orientation professionnelle, des patients qui ont un retard mental aussi, parce qu'un certain nombre des cardiopathies congénitales ont un retard mental, comme les trisomiques, les Georges. Et donc il y a plein de choses auxquelles il faut penser sur leur insertion professionnelle future, parce qu'elle ne sera pas du tout conventionnelle, et donc il faut vraiment aider les patients, mais aussi les accompagner. Donc nous, ce qu'on a mis en place, on a opté pour l'éducation thérapeutique, et j'ai la chance d'avoir deux infirmières qui sont spécialisées, donc une formée à l'éducation thérapeutique qui s'est dédiée à ce programme, qui est dédié aux adolescents. C'est un programme que je coordonne avec ma collègue le docteur Bajol. Donc on a mis en place d'abord des séances de groupe, mais aussi des séances individuelles, où on prend l'adolescent tout seul. Moi je vois après les infirmières aussi, les parents, pour leur expliquer ce qu'on a abordé. C'est jamais une seule séance, ce sont plusieurs séances
on essaie d'aborder toutes les issues qui sont indispensables au bon suivi d'adultes, donc connaître sa cardiopathie, les symptômes qui doivent conduire à consulter, pourquoi il faut être suivi et où. La prévention, alors nous on est très concernés par l'endocardite, et Dr Rizman vous en a parlé, mais également tout ce qui est facteur de risque, la consommation de cannabis, le tabac, l'alcool, parce qu'il n'est pas rare. L'activité physique et l'orientation professionnelle, parce qu'un cardiaque qui voudra faire pilote de ligne, ou qui, enfin peut-être pas pilote de ligne, mais pilote de chasse, ou qui voudra faire une carrière militaire, et ben, les gens vont lui dire que c'est pas possible. Il va faire tous les tests médicaux, et on va lui dire non, vous n'avez pas le droit. Donc c'est des choses qu'il faut bien anticiper pour ne pas détruire un rêve d'adolescence. C'est des échecs qui sont difficiles à vivre. Et je dis encore, moi je ne suis pas psychologue, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail dans ce sens. Il y a aussi tout, comme on a des jeunes femmes et que c'est une grosse proportion de patientes qui vont avoir un désir de grossesse, c'est des choses qu'on doit aborder très tôt dans l'adolescence. Heureusement, une petite proportion, mais elle existe, a une contre-indication à la grossesse. Il ne faut pas qu'on aborde ce sujet au moment de l'adulte parce que tout s'effondre. C'est se construire en tant que femme qui part d'un coup quand on annonce que la grossesse est très risquée, voire mortelle pour la patiente. Et puis on a mis en place, alors dans les diagnostics éducatifs, c'est des outils. Il y a aussi un dossier qu'on appelle le passeport, où on essaie d'aborder tous les items et avoir des éléments essentiels pour le dossier si le patient va consulter dans un autre centre expert en province qui n'est pas celui de Paris. Un site sur lequel ils peuvent se connecter, mais ils peuvent aussi avoir des adresses mail des 3 personnes qui sont sur Notaire, et un jeu vidéo pour les instruire. Donc on a fait à partir de là une petite enquête auprès de nos patients, et c'est Maladon Traoré qui est ici, qui nous a aidé à faire cette petite enquête sur une courte période, où on a regardé si nos patients éduqués, parce que j'ai des récalcitrants, hein, je ne suis pas sûre, qui pensent que l'éducation ne sert à rien. Donc on a fait une petite enquête auprès de nos patients éduqués, nos patients non éduqués. Déjà la première chose, c'est qu'ils ont de meilleures notes, et ça, on s'y attendait assez. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces patients ont les meilleures attitudes en cas de symptômes, ils ont les meilleures conduites à tenir. Ils savent également, pour les jeunes femmes, que la grossesse est quelque chose de risqué. Ils savent donner leur nom de la cardiopathie, parce que souvent je les mets en situation, j'en dis si vous êtes à Marseille et que vous dites je sais pas, je suis opérée du cœur, on ne va pas pouvoir beaucoup les aider pour les prendre en charge. Donc c'est des petits éléments, des petits outils qui peuvent les aider dans leur prise en charge d'adulte. Après, on a eu une petite note négative, c'est que moi j'ai beaucoup de problèmes auprès de mon service, et ça dépend un peu de mon service de vraiment dire tu vas être transféré, tu vas aller dans un autre hôpital, tu vas voir un autre docteur. C'est parce que mes collègues pensent que ça doit venir de eux-mêmes. Moi je pense quand même qu'il faut un peu le souffler aux patients et aux parents. Enfin, bon. Voilà, donc du coup, sur ce coup-là, on est un tout petit peu meilleur que ceux qui n'ont pas eu d'éducation, mais on n'est pas parfait, c'est des choses que je travaille auprès de mon service, et je fais beaucoup de com là-dessus. Donc en tout cas, ce qui était intéressant aussi dans ce travail, c'est que le fait même d'avoir éduqué, l'éducation est un facteur indépendant de bons scores sur le bon suivi, les bonnes connaissances, enfin du moins les bonnes connaissances qui sont nécessaires pour être un adulte en bonne santé. Et ça, indépendamment de l'âge, du niveau scolaire du patient, et aussi de la complexité de la cardiopathie. Donc en conclusion, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un suivi par centre expert pour diminuer la morbidité et la mortalité. Donc c'est ce qu'on a vu avec Laurence Hydrin. Les actions, c'est, je dirais tout dans le début, préparer la transition. Donc chacun des services doit mettre en place un bon système et avoir un réseau, et bien organiser le suivi adulte pour que le parcours soit le plus simple, le plus évident pour les patients qui ne se trouvent pas démunis à chercher sur Internet ou je ne sais pas par quelle connaissance le bon cardiologue qui pourra le suivre.